pour moi, c'est le plus gros problème de notre sport en général. L'ATP ne représente pas les joueurs de tennis. Pas du tout. On leur disait, mais pourquoi toi tu n'as pas joué? Ah non, moi on m'a dit, je ne joue pas. Et me parlez même pas parce que moi je ne joue pas. Dans l'inconscient collectif, en dehors des 4 premiers joueurs mondiaux, les autres sont des losers parce qu'ils perdent chaque semaine. L'impression que j'ai, c'est que si j'étais consultant, je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Je fais pour le coup partie des joueurs qui pensent que quand ils ratent un coup, c'est plus de leur faute que de la faute du cordage. Ouais, mais je suis plus compliqué à jouer que lui. Le spectateur, soit tu cèdes à son caprice, soit tu l'éduques. Nous, ça fait un bon moment qu'on a choisi de céder au caprice et ça devient le cirque à tous les niveaux. Tu as été très critique sur la gouvernance du tennis pendant cette crise sanitaire en pointant du doigt leur égoïsme et leur hypocrisie. Est-ce que tu penses, Gilles, que les instances vont être capables de se réformer? Non. Non, je le pense pas parce que, en fait, si j'ai choisi, parce que encore une fois, je parle pas souvent, si j'ai choisi de parler à ce moment-là et pour parler de ça, c'est parce que pour moi, c'est le plus gros problème de notre sport en général, la gouvernance. Et j'aurais aimé, pendant ces mois de confinement, ces mois où il n'y a pas de tennis, que justement on s'en rende compte parce qu'il y a eu plusieurs exemples qui l'ont bien montré. Donc j'avais pris comme exemple, bon, j'avais une longue discussion, donc après je ne sais même pas ce qui a été écrit et ce qui est ressorti, mais l'exemple que j'avais pris, c'était effectivement cette date de Roland qui décide d'y aller parce qu'ils ont peur que quelqu'un y aille aussi à leur place et parce qu'ils savent que quelqu'un va y aller aussi Oui, et que du coup, comme ils le prennent en premier, les autres disent ah ça se fait pas, mais non, ça se alors fait qu'il pas. alors qu'il l'aurait pris aussi. Alors que certains l'auraient fait, alors que c'est facile pour Wimbledon de dire ça se fait pas quand tu as une assurance, que c'est facile pour. Enfin, voilà, il y a un jeu de dupes et donc aujourd'hui, la réalité c'est qu'il y a, je crois, 7 entités dans le tennis, les 4 grands chelems indépendants, l'ITF, l'ATP, la WTA. Et chacun essaie de faire des rapports de force, de se servir de l'un quand il a besoin d'affaiblir l'autre ou machin, etc. Et ça me paraît pas être un bon fonctionnement puisque le sport ne peut pas grandir comme il le devrait. Encore une fois, je disais, on a une base de fans qui est de 1 milliard de fans dans le monde, donc les fans sont là. Et aujourd'hui, les gens sont occupés à faire des super tie-break, des 7 en 4 jeux, des je sais pas quoi, des coachings, des trucs, enfin à changer le tennis alors que le tennis va bien. Le tennis, hein, je veux dire, voilà, il y a encore des gens, comme je dis, qui font 4 jours la queue à Wimbledon pour aller voir du tennis, dans la plus pure tradition du tennis. Donc, c'est que c'est possible, mais ces gens-là sont éduqués à ce tennis-là. Et il y a une espèce d'américanisation générale du circuit où maintenant, il faut qu'il y ait des pop-corn, un mec qui vend des bagnoles, des assurances, Du chacun show, à côté, qu'on du parle de show. mecs, tout ce que tu veux, si tu veux, des jongleurs, des cracheurs de feu, qui tu veux, enfin, tu vois, mais tu as l'impression qu'il faut que les gens soient au courant que tac. Et moi, par exemple, ça ne me dérange pas, hein, quand on avait un grand chelem vraiment traditionnel comme Wimbledon, qu'on ait un grand chelem avec une personnalité un peu plus électrique, par exemple, aux États-Unis, c'est très bien, ça fait partie du truc. Mais là, tout le tennis devient comme ça. Tu vois, il n'y a plus de. C'est pas aux États-Unis, c'est comme ça parce que les gens sont comme ça et c'est comme ça qu'ils aiment le sport là-bas. C'est que maintenant, on te vend ça partout. Et j'aurais aimé que Roland bascule plus du côté Wimbledon que du côté États-Unis, pour le coup. Mais voilà, on a commencé à appeler les DJ le dimanche, le machin, enfin voilà, on change gentiment tout ça. Et là, pendant 4 mois, j'ai entendu parler que de ça, de chacun qui veut faire son exhibe, de chacun qui veut faire son format, au lieu de se dire, mais attendez, les gars, le plus gros problème là, c'est quand même qu'on a un calendrier à gérer de reprise des tournois et que il va falloir que des gens travaillent ensemble alors que chacun veut sauver son truc. Et il n'y a pas une entité, on va dire, supérieure aux autres pour dire non, mais là, Roland Garros, par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Ou non, on va réfléchir au tennis dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on sauve en priorité? Les grands chelems. Donc, OK, il n'y a personne qui fait ça. C'est chacun qui fait son truc. Chacun pour soi. Qui va prendre les joueurs ensuite à partie. Et moi, c'est surtout les joueurs en général que je condamne parce que c'est un truc qu'on a essayé de faire depuis longtemps. Mais là, les joueurs, ils avaient le temps de s'organiser et de se rendre acteurs indiscutables
des discussions, mais pour ça, il faut qu'ils soient ensemble. Mais non, on a Federer qui dit un truc, quand Djokovic en dit un autre, quand Nadal va faire son exit, enfin voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était fort dommage et c'est pour ça que j'ai été très critique et que je l'ai dit à ce moment-là parce que pour moi, c'était une belle occasion de le faire puisqu'on avait que ça à faire, entre guillemets. Il y a un vrai problème dans le tennis avec non seulement une répartition inéquitable, mais peut-être aussi le gâteau qui n'est pas assez gros et qui du coup pose problème pour les joueurs classés au-delà de la centième et 200e place. Toi, tu as été membre du conseil des joueurs en 2012, donc et on le voit, tu connais bien les instances, tu sais comment elles fonctionnent. Qu'est-ce qui est possible de faire pour régler ce problème des prize money et faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait pas des joueurs qui sont quand même les meilleurs joueurs du monde. Quand on est 200e, 300e, 400e, c'est quand même du très très haut niveau par rapport à l'échelle mondiale du tennis. Et pourquoi ces joueurs et ces joueuses-là ne gagnent pas leur vie avec le tennis? Comment faire pour régler ce problème? Parce que personne ne les représente. C'est aussi simple que ça. Et le plus gros problème pour les joueurs, mais pour moi en plus, c'est vraiment le problème. En fait, pour moi, c'est la solution qui solutionnerait tout le problème. Parce que j'y ai pensé, je l'ai mis dans tous les sens, j'ai fait des heures de réunion, bref. Ce qui manque le plus, c'est une représentation des joueurs. Une représentation des joueurs, ce seraient des personnes qui travaillent dans l'intérêt des joueurs et donc dans l'intérêt du tennis, mais donc dans l'intérêt de tous les joueurs. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. L'ATP ne représente pas les joueurs de tennis. Pas du tout. À aucun moment. Même les 3 représentants joueurs de l'ATP doivent travailler dans l'intérêt de l'ATP, pas dans l'intérêt des joueurs. Donc si, imaginons, moi c'est ce que je considère que les joueurs aujourd'hui touchent à peu près 10% de l'argent qu'ils génèrent. Si on voulait monter à 30%, il se pourrait que l'ATP dans le même temps, elle gagne moins d'argent. Donc les personnes qui nous représentent travailleraient contre l'ATP et n'ont pas le droit de le faire dans leur statut. Donc, à partir du moment où il n'y a personne qui travaille pour les joueurs, vraiment joueurs, et ben, il se passe ce qui se passe. Aujourd'hui, quand il y a un prize money à Roland-Garros, de quel prize money on parle? De quel prize money on entend parler à chaque grand chelem, à chaque fois qu'un joueur perd? Le prize money du premier tour. On mettrait 50 millions au vainqueur, que tout le monde s'en foutrait, mais par contre, les 50 000 euros touchés au premier tour par le perdant, celui-là, il dérange tout le monde. Tout le monde. Et c'est déjà un joueur dans les 100 premiers, puisqu'il est dans le tableau. Parce que les gens ne comprennent pas le tennis, ne comprennent pas comment il est fait, les frais, et que finalement, quand on gagne 4 fois 50 000 euros au premier tour d'année, ça fait 200 000 euros, ça paye même pas de nos jours une structure. Il faut savoir un entraîneur, hein, voilà. Et que derrière, les prize money en dehors des grands chelems, eh ben, ça descend beaucoup plus bas. Dès qu'on sort des 50 premiers, qu'on ne joue plus les Master 1000, etc. Donc, donc voilà, et donc personne ne représente ces joueurs-là, mais déjà personne ne représente les joueurs 50, 60, et c'est ce qui se permet au tournoi. Par exemple, un tournoi, là, donc je prenais l'exemple de Roland-Garros, ils peuvent très bien dire, nous on organise le tournoi, et ben les joueurs français ils vont jouer, parce qu'on les a, j'ai l'accord de 1 ou 2 joueurs, j'ai Nadal qui veut jouer, j'ai tac, et puis c'est parti. Parce qu'ils ont l'autorisation d'aller voir directement les joueurs, et que forcément ils vont trouver sur 100 joueurs, des joueurs qui ont des intérêts à venir jouer. S'il y avait une vraie représentation de joueurs, comme ça a été le cas, par exemple, j'en sais rien, en NBA, quand ils ont fait un lockdown, on leur disait, mais pourquoi toi, tu n'as pas joué? Ah non, mais on m'a dit, je ne joue pas. Et me parlez même pas, parce que moi, je ne joue pas. On ne devrait pas être capable d'aller parler à Nadal, ou d'aller me parler, ou d'aller parler à qui que ce soit d'autre. On va dire, non, non, attends, moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je suis joueur. D'accord? Moi, je m'entraîne et il y a des gens qui s'occupent de ça. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, c'est un problème qui ne changera jamais, parce que dans l'inconscient collectif, en dehors des 4 premiers joueurs mondiaux, les autres sont des losers parce qu'ils perdent chaque semaine. Donc les 4 premiers, on veut bien tout leur donner, toutes les garanties du monde, tous les sponsors du monde, et même créer des légendes, parce que plus ils vont gagner d'argent, plus ça fera des records, plus ils sont fantastiques. Par contre, celui qui est 10e, c'est un loser. Et lui déjà, ça commence ils sont trop payés. Donc c'est compliqué. Question d'Antoine Bachat. Penses-tu déjà à ton après-carrière? Et si oui, te vois-tu entraîneur, capitaine, consultant ou autre? Ou est-ce que tu n'y penses pas pour l'instant? Consultant, c'est compliqué. Consultant, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas envie de. L'impression que j'ai, c'est que si j'étais consultant, je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Parce que, et j'ai pas envie avec les joueurs surtout. Non, justement. Non, justement, pas avec les joueurs. Les joueurs m'aiment beaucoup en général. C'est pas le problème.
et je suis très bienveillant, et en particulier pour les joueurs. Et c'est justement un des reproches que je fais la plupart du temps aux consultants, c'est celui d'avoir oublié quand ils jouaient ce qu'ils ressentaient. Et si je le faisais, ce serait le piège dans lequel j'aimerais ne pas tomber. Mais voilà, par contre, comme j'ai dit, j'entends beaucoup de choses fausses, etc. Et je ne relève pas parce que je suis concentré sur ce que je fais et je joue. Si j'étais consultant, il se pourrait que, voilà, je ne sais pas comment dire. Dans le monde du tennis, c'est pas le monde du foot. Tu vois, tu regardes une émission de foot, les mecs sont là, je suis pas d'accord et non. Nous, non. Nous, tu as l'impression que tout le monde est d'accord. Il faut pas se fâcher, il faut pas dire que tu n'es pas d'accord. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, le mec te déteste. T'as l'impression. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, je me dis, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie d'écouter des trucs sans pouvoir réagir au machin. J'ai pas envie d'être vexant ou blessant ou truc envers. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver finalement tant que ça sur des plateaux télé. Et voilà. Par contre, j'adore le tennis. Donc, oui, je tournerai autour du tennis. Pour rebondir du coup sur la question d'Antoine, comment tu as vécu ton expérience de capitaine à la l'ATP Cup et est-ce que tu te revois retenter cette expérience ou c'était juste un one-shot? Je l'ai vu comme un one-shot. C'était une très, très bonne expérience. On était un peu limité parce que je suis très droit sur certains principes et pour moi, pour être le meilleur capitaine, il faudrait vraiment tout connaître des joueurs, échanger, machin. Je ne me vois pas demander 1 milliard d'informations à des mecs que je vais affronter la semaine d'après. Je me vois mal aussi parfois, et ça va dans l'autre sens, donner des tonnes de conseils à un mec que je bats souvent pour qu'il me plante la semaine d'après. Donc, je suis limité par le fait d'être encore joueur quand je le fais. Pour autant, j'avais une équipe qui était fantastique, qui était presque la meilleure que je pouvais avoir, en plus en termes de personnalité, avec Benoît, avec Gaël, avec des joueurs avec qui j'échange de façon très facilement. Et ça, franchement, c'était top. On s'est bien marré. On avance, on approche de la fin de l'émission et du quiz. Question d'un autre internaute. Est-ce que c'est vrai que tu as changé de cordage en septembre dernier? Pour quelle raison? Et quel type de cordage? Est-ce que tu en es satisfait? Mon boyau, en fait. Ouais, j'ai changé de. J'en ai pas besoin. Ils sont là, mon Flo. T'inquiète, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est une grosse information, hein, parce que putain, il a changé le cordage du supermarché pour en prendre un qui est un peu plus performant. Le fil de pêche. J'ai croisé un mec qui est là, j'ai dit quoi, mais c'est le cordage de Gilles. Alors, effectivement, j'ai changé de cordage. Ça fait marrer tout le monde parce que j'ai un cordage que j'ai depuis que j'ai 16 ans. J'ai la même raquette, même cordage. Je fais pour le coup partie des joueurs qui pensent que quand ils ratent un coup, c'est plus de leur faute que de la faute du cordage. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le changer. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, j'ai toujours mes problèmes sur le terrain, ça c'est à moi de les régler, mais en tout cas, à l'entraînement, j'étais systématiquement satisfait du niveau de jeu que j'avais dans les différents tournois. Dès que j'avais pas de blessure ou que tout allait bien, j'arrivais toujours à trouver la bonne manière de jouer en fonction de jouer en fonction des conditions, etc. Et j'ai toujours eu du mal avec les États-Unis, les conditions de jeu qui sont un petit peu particulières. Et là, j'avais aucune blessure, rien, j'étais en forme, mais putain, je chantais rien, c'était terrible et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en fait de même pas trouver à l'entraînement, donc sans stress, sans rien, un jour où j'étais à l'aise à l'entraînement et où j'étais un peu satisfait de ce que je faisais. Et comme ça, complètement par hasard, j'y arrivais pas 3 jours avant le tournoi, donc c'était à l'US Open. Il y avait Nico Mahut sur le terrain et puis mon entraîneur dit bah tiens Nico, vas-y balance ce que tu as là, on va essayer. Et il me donne la raquette, donc on l'a fait corder, il me donne la raquette et putain je trouve ça super. Et donc du coup je suis passé en boyau en septembre, à 3 jours avant l'US Open, et j'ai joué avec du boyau, alors ça fait 18 ans que je joue avec mon cordage. Et du coup, à ça 3 va? jours, à 3 jours du Grand Chelem, donc c'est que je l'ai bien aimé quand même. Mais là, tu joues tout boyau. Non, je suis en mix. En mix, quand même, en mix, parce que quand même, là, c'était carrément le grand écart avec ton cordage, quoi. Bah, c'est déjà un grand écart dans tous les cas. J'avais un des cordages qui partait le moins, avec une des raquettes qui part le moins. Tu vois, j'ai une prestige. J'ai pas forcément la raquette de mon gabarit pour le coup. J'ai une raquette, j'ai une prestige qui est dure à jouer. J'ai le point en manche. Enfin, j'ai la plus petite inertie du circuit, donc il y a tout qui fait que ma raquette ne part pas. Il n'y a pas quand ça part. Et là, d'un coup, le boyau, c'est sûr que ça sort mieux.
Dernière question, et puis ensuite on va terminer avec le quiz de DRX Prono. Est-ce que tu regardes tes cotes avant les matchs? Est-ce que tu suis un peu l'actualité des paris sportifs? Et comment tu réagis aux insultes si jamais tu en reçois de temps en temps? Bah alors, les coachs, je regarde pas. Les insultes, bah, il faudrait que je sois sur les réseaux sociaux pour ça. J'y suis quand même jamais. Euh, et comme je dis, je lis pas. Non, franchement, j'ai vraiment déconnecté de tout ça. C'est vraiment pas mon. En fait, bah, j'y vois vraiment que du négatif. En fait, je vois pas de positif à entendre. C'est comme je l'ai dit, je me construis pas dans l'adversité. Il y en a peut-être s'il y en a qui leur bavent dessus, ils s'en servent pour eux. Pas du tout. Moi, si j'entends 100 mecs me dire que je suis mauvais, je vais finir par croire que je suis mauvais. Et à un moment, comme j'en ai marre de m'excuser d'être sur le terrain, je me dis, j'essaie de raisonner un peu plus logiquement et je me dis, bah, ça fait 15 ans que je suis là et ça fait 15 ans que je suis là, quoi. Donc non, je fais autre chose, je parle, j'ai vraiment pas besoin de ça et je suis bien plus heureux sans ça. Donc je regarde pas, je réagis pas, Il te reste de la batterie sur ton téléphone, ça va? limite. Ok, alors on va terminer, messieurs. Est-ce que vous connaissez Question pour un champion? Oui, Question. j'imagine. Eh bien, c'est le quiz tout de suite. Je vais vous parler de plusieurs joueurs en donnant un maximum d'indices. Plus le temps va défiler, plus les indices seront faciles et vous aurez 30 secondes pour deviner qui se cache derrière ces indices. 3 points si vous répondez en moins de 10 secondes, 2 points en moins de 20 secondes et ensuite 1 point. Le gagnant fera gagner à nos lecteurs 5 bons d'achat de 15 € offerts par notre partenaire tennispro.fr. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Attends, ça y est, lui, je peux te dire, le Gilles, ça y est, il est en mode là. Il est en mode compète. Il dit, attends les deux là, je vais les J'ai tordre. pas une grosse culture tennistique. Eh ben, Il y on va a voir plus, ça. il y On va a voir plus ça. d'équipe là, c'est chacun pour sa pomme. Là. Non, c'est chacun pour sa pomme. Hein, Je suis assez les inquiet, amis, je c'est suis que pas quand tout bon va à bien. ça. Quoi. Allez, prêt? Top. Je débute le tennis à l'âge de 6 ans. Fin 2016, je gagne mon premier trophée Challenger à Saint-Rémy-de-Provence. Tout proche de gagner mon premier ATP 250 à Chennai, début 2017. Je signe cette année-là ma première victoire en Grand Chelem à Wimbledon. Au deuxième tour, je jette des pièces devant l'arbitre pensant qu'il est corrompu. Medvedev. Wow. En 19 secondes, je continue. Première polémique d'une longue série. Je fais mon entrée dans le top 10 en 2019 grâce à une série de 59 victoires, dont une finale en Grand Chelem. Basé à Monaco, je prends un malin plaisir à battre le dernier vainqueur du Master, Stefanos Tsitsipas, entraîné par Gilles Savara. Je suis 5e mondial. Je suis Daniil Medvedev. Bravo Gilles. Tu as battu 3 fois Medvedev en 3 matchs. Sacrée performance quand même. C'est quoi ton secret? Parce que lui aussi, comme joueur compliqué à jouer, c'est pas mal. Ouais, mais je suis plus compliqué à jouer que lui. Non, mais c'est ça. C'est un joueur que j'adore parce que j'ai reconnu tout de suite beaucoup de choses en lui que j'ai et je savais qu'il serait plus fort que moi parce qu'il a d'autres armes aussi que moi. Mais c'est ce qui est. Enfin voilà, je sais ce qu'il fait, je comprends ce qu'il fait et c'est une de ses grandes forces normalement et c'est une des grandes forces du coup qu'il n'a pas contre moi. Florent, on analyse beaucoup de matchs du circuit toute l'année avec toi et une fois, tu m'as dit, Medvedev, en fait, il me fait penser à Gilles, mais avec un plus grand et donc avec un meilleur service. Donc, c'était un très beau compliment fait pour Gilles et aussi pour Medvedev. C'est vraiment 2 joueurs que tu apprécies, toi. Ouais, par contre, il faut avoir des munitions quand tu les commandes parce que j'ai fait justement le Tetsis au 3e au Queen sur gazon. Mais non, c'était très intéressant, bien sûr tactiquement. Mais après, je préfère quand même l'attitude de Gilles par rapport à celle de Medvedev qui de temps en temps part un petit peu en live, mais qui est drôle à commenter aussi. Donc, c'est toujours pareil, oublie pas, il est plus jeune. Hein. Avec l'âge, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais il est plus jeune mais... et nous, à son âge, on avait aussi nos petits défauts. Le Gilou, il a oui-winé aussi. Hein. Oh bah toute ma vie. Voilà, c'est ce que disait Gilles, c'est ce qu'on essaye de ne pas oublier quand on essaie de se remettre à la place des mecs. Mais toi, comment tu réagissais aussi dans ces cas-là? C'est ça qui est important de faire aussi quand tu es consultant, je trouve. Donc, parce que c'est facile de tacler, mais moi, c'est surtout que je ne suis pas dans ça. Je me dis qu'il joue incroyablement bien. Il a une des plus grandes qualités, c'est qu'il joue juste et qu'il fait 2 mètres, il a le service, mais il a 8 poumons. Il peut jouer 15 mètres derrière alors qu'il fait 2 mètres truc. Et on en a maintenant, tu vois, nous, ça, c'est dans les genres de trucs. Nous, dès que tu étais loin de ta ligne, on dit « Ah, t'es trop loin de ta ligne ». Mais l'air de rien, Zverev, il fait 2 mètres 03, il joue 15 mètres derrière sa ligne. Tim, il passe de 15 mètres derrière sa ligne à dedans. Mais enfin, tu vois, ils peuvent se décrocher, mais plus loin que…
Voilà, et nous, Ouais. c'était pas ça. Et Medvedev, il peut camper là-bas. Enfin, la dernière finale de l'US Open, finalement, Nadal-Medvedev, c'est 2 mecs qui retournent 9 mètres derrière la ligne. Et Daniel retourne 9 mètres derrière la ligne et deuxième balle de Rafa qui ne sont pas connus pour être tonitruantes non plus. Donc, tu vois, je dis ça, les mecs, ils font un peu ce qu'ils sentent et ils le sentent bien. Et putain, il est très malin, Daniel. Deuxième joueur, donc pour l'instant 2-0-0 pour Gilles. C'est parti. Je fais mes débuts à 22 ans sur le circuit principal et les médias s'emballent lorsque j'atteins la finale de Washington dès mon deuxième tournoi en pro. Je bats notamment Tim Johnson. Henman, Tommy Haas, Gaël Monfils. Cette starisation me dérange. Roddick. Je vais devoir attendre mes 25 ans pour remporter mon premier tournoi sur le circuit. Aujourd'hui, j'ai 15 trophées dans ma chambre. Les grands chelems n'ont jamais été ma tasse de thé. Bravo Flo. J'ai dû attendre ma 41e participation en Grand Chelem pour atteindre une demi-finale. On me critique beaucoup pour mon style de jeu, mais depuis que je suis papa, je relativise tout ça. Je prends les choses avec de la hauteur. J'ai été flashé à 253 km/h sans recevoir d'amende. Au contraire, on me considère comme le meilleur serveur de tous les temps. C'est à Miami que j'ai remporté le plus beau titre de ma carrière. Je suis John Isner. Gilles, à l'inverse de Medvedev, toi, tu as perdu 3 fois en 3 matchs face à l'Américain, alors que pourtant, ton bilan est plutôt bon face aux grands serveurs. Tu as 56% de victoire. Alors, même si les matchs datent un peu, 2011, 2012, donc peut-être que ce n'est pas forcément représentatif, mais et il y en a surtout une qui doit te laisser un goût amer, c'est cette défaite en Coupe Davis sur terre battue. Pour moi, les grands serveurs du genre, les Raonic, Anderson, Isner, machin, c'est très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Même Karlovic. Tu as déjà battu Anderson. Ah, je les ai déjà battus, mais j'ai perdu beaucoup plus souvent, par contre. Parce que, en fait, c'est le gros problème. Moi, une de mes grandes forces, c'est de retourner. Mais contre ces joueurs-là, je ne retourne pas. Et parce qu'on ne peut pas les retourner. Ce n'est pas une question de ne pas être adroit. C'est qu'à un moment donné, ils trouvent des angles, ils sont grands, tu ne touches pas la balle. Donc, on n'est même pas en train de se dire… Et finalement, il vaut mieux être grand. Il vaut mieux avoir de l'allonge pour les retourner plutôt que ma taille. Et finalement, quand je les joue, je fais comme tout le monde. Je suis obligé de partir d'un côté. Ma qualité de retour ne m'aide pas du tout. Par contre, ma qualité de service me dessert fortement. Et on se retrouve à jouer que sur mes jeux de service. Et ce sont toujours des matchs très compliqués. Et souvent, quand je les bats, c'est sur dur ou sur gazon. Parce que là, moi aussi, mes jeux de service, je les fais plus tranquillement. Et voilà, donc c'est assez étonnant. À chaque fois que je les ai joués sur terre, on m'a dit sur terre, ils ne jouent pas bien. Mais sur terre, je ne les retourne pas. Sur terre, je ne peux rien faire. Je prends un clic, je suis là-haut, je ne l'ai pas. Donc, pour avoir joué Karlovic plusieurs fois, moi je m'étais souvenu justement de ce que tu viens de dire, mais je ne suis pas sûr que tout le monde fasse ça, c'est-à-dire choisir un côté, parce que tu t'emmerdes. Mais non, mais les grands, quand tu joues Anderson, toi tu joues Anderson, je le dis, tu mets son deuxième meilleur coup à Anderson, et Raonic parfois c'était un peu pareil derrière son service, c'est le retour. Tu sers contre Anderson, il tend le bras, il la touche tout le temps. Tu mets jamais un ace, donc tu joues tous les points sur ton service, et tu ne joues pas sur le sien. Donc, il y a un moment, s'il y en a un qui se fait breaker, c'est toi. Tu as une pression constante qui est terrible. Et c'est pour ça que ça change encore un peu sur gazon. Sur gazon, toi aussi, tu retrouves des points gratuits au service, tac, tac, tu fais des jeux faciles et ça s'équilibre. Mais non, plus c'est lent, plus c'est dur de les jouer, moi. C'est pour ça que j'ai retenu ce que m'avait dit Gilles. Tu sais, quand à balle, je bats Karlovic en 2-7, mais en prenant 28 aces. Et en fait, tu t'embêtes, mais tu choisissais un côté à chaque fois. Quitte à être à la balle, au moins y être pour de bon, quoi, tu vois. Donc tu dis, je choisis un côté. Si je suis pas dessus, de toute façon, je la retourne pas ou c'est ex. Donc voilà. Mais au bout d'un moment, tu en fais 2 ou 3, tu pars du bon côté. Par contre, là, il faut être prêt parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien, quoi. C'est chiant. Juste donc, avant de faire. Tu peux dire que c'est très bon, par exemple, sur un Silic qui doit faire un 96, qui doit rentrer dans ta catégorie. Mais Marine, il ne sert pas assez bien pour que je sois obligé de partir d'un côté à chaque fois. Donc là, mes réflexes, ma qualité de retour m'aident. Les autres, c'est pas possible. Milos, il sert à 240 sur la ligne, je ne peux pas la toucher. Donc, c'est fini. Effectivement, les stats sont plus favorables entre les joueurs d'1m95 et 2 mètres que les joueurs de plus de 2 mètres. Les très grands. Juste avant de faire le troisième joueur, Rod, imaginons là que tu reviens dans le passé, que tu entraînes Gilles. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour réussir à contrer ces joueurs ? Il n'y en a pas, il n'y a pas de solution. Mais non, mais comme il dit, il sert tellement bien. S'il y avait des solutions, il les aurait déjà trouvées. Il n'aurait pas besoin de moi. Il a 20 ans de carrière derrière lui. Il sait ce qu'il a à faire. Mieux que tout le monde. Qui mieux que lui sait ce qu'il doit faire. Voilà. Après, peut-être, effectivement, pour pouvoir amener ce genre de commentaires, il faut être tout le temps sur le circuit, être au plus près du court et dire, tiens, j'ai peut-être repéré ça, que quand tu joues Raonic, à des moments, il sert plutôt là et que quitte à choisir un côté, choisis plutôt celui-là et vois si ça fonctionne. Voilà. Mais
mais de dire on n'est plus dans refais ta reprise d'appui, prépare pas trop, Et encore, accompagne, c'est dur, hein. voilà, enfin tu vois, à part T'as- essayer d'avoir un état d'esprit quoi qu'il arrive, de vouloir C'est retourner. Olivier Giraud qui m'avait dit ça. Olivier Giraud, dans le hand, il m'avait dit, mais tu sais pourquoi vous analysez pas plus ou encore un mec qui fasse ça, qui regarde que les stats. Le mec, quand il est en difficulté dans sa zone de confort, où il se réfugie. Mais bon, maintenant, de plus en plus, les mecs, Il varie beaucoup. Hein. Tu peux pas, on les a, les quoi. stats. Tout le monde les a, les stats, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent 25 aces par match, parce qu'à un moment, ça ne marche pas. Ils servent trop bien, ils peuvent servir toutes les zones. Si tu commences à bloquer 3 fois sa zone, ils changent sans aucun problème. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils tiennent. Enfin, voilà. Donc, à un moment, c'est leur force, c'est leur force. Non, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'angle aussi. C'est que même quand ils ne font pas un ace, la balle, elle tombe avec un angle qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Et quand Karlovic, à un moment, il fait un kick à 150, mais qui tombe avec la raquette qui tombe de 3 mètres, la balle, elle te rebondit au-dessus de la tête et elle n'est pas forcément à chaque fois ultra rapide. C'est juste qu'elle est variée. C'est même pire que ça. Les surfaces se ralentissant et rebondissant de plus en plus, ça les a vachement avantagés. Tout le monde disait on va ralentir, ça va les désavantager. C'est complètement l'inverse. Depuis qu'on a ralenti, il n'y a que des grands. Parce que quand tu es petit, c'est compliqué. Tu joues tout au-dessus de l'épaule, tes balles à toi n'avancent plus. Tu dépenses de l'énergie alors que ça leur arrive à la bonne hauteur. Voilà. Moi, si je fais un kick sur le revers d'Isner, il la prend à la bonne hauteur, il est content. Il te met en rien, je vais la chercher là-bas. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le rebond soit bas pour lui balancer un truc dans les chaussettes et que moi, ça rebondisse à la bonne taille pour moi. Toutes les surfaces lentes, ça fait qu'ils ont deux premières. La première est et la deuxième est retournable aussi. Bizarrement, sur une surface rapide, les deuxièmes, on les retourne beaucoup mieux. Oui, mais ton service, si tu joues à peu près correctement, il va avoir peu de chances de te breaker. Mais c'est pareil, oui, c'est ça. Tu vas ouvrir un angle, tu vas jouer vite dans le trou. Tu vois, sa vitesse de déplacement va l'empêcher de couvrir. Quand tu joues sur les durs américains, c'est plus lent que la terre battue. Ils ont tout le temps du monde et tu ne peux pas gagner. Enfin, c'est dur, quoi. Je veux dire, c'est une grosse performance. Tu ne peux pas reculer parce que là, il faudrait être 50 mètres derrière. Et quand tu viens la prendre tôt, tu retombes les 2 pieds dans le court avec une balle qui avance pas, et il joue tranquillement de l'autre côté, tu n'y es pas. Donc c'est vraiment assez compliqué. Ils finissent par perdre à un moment, mais finalement, c'est souvent contre aussi quelqu'un qui sert bien, donc qui est capable de les amener au tie-break et qui fait un bon coup. Voilà, moi, amener John Isner au tie-break, c'est beaucoup plus dur à faire pour moi que pour Joe ou pour Gaël, ou etc. Parce qu'eux, ils tiennent au service plus facilement. Troisième joueur pour l'instant, 2 points pour Gilles, 1 point pour Flo. Top, c'est parti. Entraîné par mon papa depuis mon enfance, ma précocité m'a permis d'être numéro 1 mondial chez les juniors. J'ai ensuite eu la joie de remporter Roland-Garros en double mixte. Pourtant pas réputé pour… Bravo. Gasquet, Richard, bien sûr. Pourtant pas réputé pour ma nervosité, je suis disqualifié en 2004 lors d'un match sur le sol américain. Le jour de mon 20e anniversaire, je remporte mon 2e titre à Nottingham. Un baiser empoisonné aurait pu me coûter ma carrière, mais finalement plus de peur que de mal. Malgré le surnom qu'on m'attribue, je n'aurais jamais pu faire de musique. Mon revers à une main fait partie des plus beaux du circuit. Depuis 2017, je suis le Français qui a remporté le plus de matchs sur le circuit. Vainqueur de la Coupe Davis avec Gilles Simon en 2017, je suis Richard Gasquet. Bravo Rod, 2 points pour Rod. 2 points, 11 secondes, on n'était pas loin des 3 points. Il a cité tous les mecs qui étaient entraînés par les parents. Bon là, on ne va pas être très long, Gilles, mais 9 défaites en 10 matchs face à Richard, sans renier le talent immense de Richard évidemment. Ça ressemble un peu à une bête noire quand même. Hein. Qu'est-ce qui te gêne chez lui dans son jeu? Il y a beaucoup de choses, mais il y en a une en particulier. C'est comme je dis souvent, dans les confrontations, on a parfois ces points faibles qui tombent sur les points forts adverses et inversement. Et là, c'est le cas pour Richard. Il a cette capacité à me faire jouer des coups que je n'ai pas envie de jouer dans les moments où je n'ai pas envie de les jouer. Richard est très, très, très sous-estimé sur le côté tactique parce qu'il connaît le tennis comme peu de gens. Il n'en parle pas beaucoup. Il n'en parle pas forcément très bien parce que ça ne l'intéresse pas et qu'il n'a pas… c'est pas dans ses confs d'après-match où il a juste envie de s'en débarrasser qu'on comprend. Mais il sent vraiment très, très bien le jeu. Il comprend tout ce qui se passe sur le terrain et c'est probablement ce qui me gêne le plus, sa capacité à me faire jouer le coup que je n'ai pas envie de jouer au moment où je n'ai pas envie de le jouer. Tu as joué Richard, toi, Flo?
Ouais, j'ai joué plusieurs fois, mais je l'ai joué à Miami juste après avoir battu Gilles et du coup j'avais fait un bon match. J'étais avec Rod d'ailleurs à ce moment-là. Donc non, c'est sûr. Et puis après, c'est la seule fois où j'ai gagné d'ailleurs. C'est vrai que Rich est très, très compliqué à jouer, mais c'est vrai que je pense qu'il connaît très bien le tennis, comme le dit Gilles. Parce que j'ai souvenir, j'étais en train de réfléchir pendant que Gilles parlait à quelques matchs où il me disait, mais tu verras, tu joues un mec. Mais ce mec-là, moi j'avais du mal à voir ça. Ce mec-là, quand il est dans le coup droit décalé, ça va toujours partir de ce côté. Tu peux anticiper, hein, vas-y, cours. Hein. Donc, je ne sais plus qui c'était, mais je sais que ça m'avait aidé. J'avais gagné le match et ça se passait à 95% du temps. Mais tu vois, des joueurs ont plus de facilité à repérer ces genres de force chez l'adversaire, ces automatismes qui, toi, dans les moments importants, en plus, vont finalement t'aider. Allez, dernier joueur pour vous départager. Pour l'instant, vous êtes tous dans un mouchoir de poche. C'est parti pour le 4e et dernier joueur. Top. J'ai fait une furtive apparition dans le top 10 pendant 8 semaines, mais mon talent est incontestable et j'aurais pu faire une meilleure carrière. Seulement, j'ai attendu 26 ans pour remporter mon premier titre. Et forcément, quand on ne fait qu'un seul quart de finale en Grand Chelem en 49 participations, on ne peut pas espérer tutoyer El Anaoui. D'ailleurs, en Grand Chelem, mes soucis ont quelquefois été extra-sportifs. J'ai échappé à la sanction suprême. Mon jeu atypique m'a permis de battre quelques cadors, mais jamais Djokovic ni Federer. Mon pire cauchemar se nomme David Ferrer, 11 défaites en 11 matchs. Je viens de fêter mes 33 ans et j'aimerais beaucoup que ma femme revienne sur le circuit. Je suis… Attends, 11 défaites contre Ferrer, merde. Né à San Remo, je suis… Un Italien, Seppi? Non, ça… il n'a pas été top. Fonini. Oh là là, oui, mais alors il a été poussif celui-là. Fabio Fonini. Gilles, 4 victoires en 4 matchs contre l'Italien. Est-ce que tu aimes jouer ce style de joueur un peu fantasque? Imprévisible. Fabio, il ne fait pas partie des joueurs agréables à jouer. Je pensais l'avoir battu 5 fois par contre, mais je me suis enflammé sûrement. Non, c'est un joueur pas forcément que j'aime jouer, mais c'est un joueur où je pense, une bonne philosophie. J'ai un bon état d'esprit quand je rentre sur le terrain contre ce type de joueur. Et la limite doit être fine parce que des joueurs qui pourraient être considérés aussi comme fantasmes m'ont beaucoup gêné à certains moments. Je crois que le plus dur quand on joue contre Fabio, c'est vraiment… il y a 2 choses. Il faut être très humble, mais très très humble. Et il faut être prêt jusqu'au bout à ce qu'il s'y remette. Et tu as ça aussi quand tu joues Gaël. Il peut te faire du cirque pendant un set et demi, machin et tout. Et puis tout d'un coup, toi, tu crois que tu vas gagner, tu es là, tu as envie, et puis il s'y remet. Et là, quand il s'y met, il joue bien et que d'un coup, tu as l'impression qu'il est partout, qu'il court vite, qu'il rate plus un coup et qu'il est très fort. Tu te dis, fait chier, là, il me faisait du cirque depuis tout à l'heure et puis maintenant, il se met à jouer et tout. Mais en fait, ce qui te fait mal, c'est que tu te rends compte qu'au moment où il se met à jouer, tu gagnes plus rien. Et quand je joue un joueur comme lui, j'arrive à enlever tout ça et je me dis, tu sais quoi, moi, je vais mettre mon niveau là. Lui, il va certainement passer au-dessus, en dessous, bref. Mais je vais le mettre le plus haut possible et à la longue, je vais lui faire payer ces séries de 3 jeux, de 4 jeux qu'il me donne. Voilà. Et je suis quand même prêt à perdre s'il s'y met au dernier moment. C'est ce que j'ai aussi avec Gaël, qui te donnera toujours des parties de match, mais qui ne te le donnera jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il en a planté un paquet comme ça. Et c'est très énervant quand tu es en face, c'est très frustrant. Et donc, il faut être prêt. Bon, merci beaucoup. Du coup, pas de vainqueur. Il y aura du coup, comme il y avait 5 lots, il y en aura 2 pour ceux qui ont voté Gilles, 2 pour ceux qui ont voté Rod et puis 1 pour ceux qui ont voté Flo. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour cette émission très intéressante, vraiment. On n'en doutait pas, mais c'était vraiment très intéressant de nous avoir donné autant de temps pour aborder un peu tous ces points. Moi, je remercie le petit Poussin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé comme ça. C'est un peu moins d'actualité parce que les années passent. Et, il s'en rappelle le lait, le verre de lait et le petit Poussin. On a toujours un concours de mollets en cours, t'inquiète pas. Rod. Ah ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. C'est le seul joueur qui a des plus petits mollets que moi. Voilà, concours de mollets. Bon, encore. Merci Flo, merci Rod, merci Gilles. À vous. Allez, merci à vous. Et puis à très bientôt. Au revoir et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.